connaît tous l'âge d'or, l'Eclipse, le God Hand, Griffith, mais ce qu'on oublie trop souvent, c'est qu'au milieu de tout ça, il existe un arc discret, oublié mais pourtant essentiel. Un arc où Guts, c'est plus vraiment le héros, où les monstres ont le visage de l'innocence, et où l'horreur côtoie la poésie. L'arc des enfants perdus, c'est pas juste un passage glauque, c'est un miroir tendu à l'enfance brisée, aux rêves déformés et à la vérité que personne ne veut affronter. Aujourd'hui, on va plonger dans l'un des arcs les plus méconnus et pourtant les plus puissants de Berserk. Un arc qui change la narration classique de l'œuvre pour devenir presque un conte, une fable avec ses messages, ses morales et ses déviances. L'arc des enfants perdus. Et pour vous prouver à quel point Miura est un génie du symbolisme et de la mise en abîme, on va le décomposer ensemble à la manière de mes analyses sur Zod ou le God Hand, en détaillant chaque aspect, chaque moment clé, chaque référence. Car au fond, cet arc, c'est pas juste une suite d'événements, c'est une métaphore grandeur nature. Chers spoilers, si cette vidéo vous apprend quelque chose ou si elle vous a simplement fait voir Berserk sous un autre angle, alors je vous en prie, pensez à liker, commenter et s'abonner. C'est grâce à ça que je peux continuer à faire vivre Berserk en France, et franchement, ça change tout pour moi. C'est parti. Avant de commencer cette vidéo, je voudrais rapidement vous remercier pour l'accueil que vous avez réservé à l'iceberg de Berserk, la plus grosse vidéo du Berserk français. C'était un projet de dingue pour moi, et malgré sa durée démentielle, je comptais quand même à vous remercier pour tout ce que vous m'avez permis d'accomplir. Si cette vidéo ne vous dit rien, c'est la vidéo la plus immersive et analytique de Berserk en France, alors votre soutien serait le bienvenu. Merci aux donateurs, qui se sont montrés extrêmement généreux. Vos dons et le geste derrière représentent pour moi bien plus que ce que vous pouvez imaginer. Alors merci 1000 fois. Bon visionnage. Tout commence comme une légende, une fable perdue, en apparence anodine, mais qui en réalité contient déjà toutes les réponses aux questions que va poser cet arc. Avant même que les événements ne commencent, Miura donne une clé, une petite histoire dans l'histoire. Une ouverture presque enfantine, en apparence hors sujet, mais qui, en réalité, donne le ton de tout l'arc. Le conte de Pikaf. Ce récit tient en à peine quelques pages, mais il est lourd de symboles. Il raconte l'histoire d'un jeune petit garçon né dans un village banal avec des parents aimants. En apparence, tout va bien. Mais ce garçon a deux choses qui le rendent différent. Des oreilles pointues et des yeux rouges. Et rien que ça suffit pour le condamner. Pikaf est moqué, rejeté, mis à l'écart par les autres enfants de son village. Il devient l'autre, celui qui n'est pas comme tous les autres de son âge. Les enfants l'appelaient Pikaf aux yeux rouges ou Pikaf aux oreilles pointues. Petit à petit, ce rejet commence à ronger son cœur. Alors, un jour, pendant la nuit, il décida de fuir de la maison pour fuir le village. Il part dans la forêt, celle qu'on lui avait toujours interdit d'explorer, à la recherche d'une vérité qui pourrait lui offrir un sens. Une raison à sa différence. Il se dit « Ce n'est pas ma maison, ce ne sont pas mes vrais parents, car personne n'avait des yeux rouges ou des oreilles pointues comme lui dans le village. » Et là, miracle, il trouva des elfes. Enfin, quelque chose qui y ressemble. Des créatures fantastiques, féeriques, mais surtout, qui ne lui ressemblent pas vraiment. Il est différent d'eux en fait. Ils ont les yeux rouges, les oreilles pointues comme lui, mais il n'a pas leurs ailes. Il n'a pas leur apparence. Il ne fait pas partie de leur monde. Et c'est là qu'il lui raconte la vérité. Ce n'est pas lui qui vient d'eux, ce sont ses parents humains qui, quand il était bébé, pour le sauver d'une maladie, ont fait appel à la magie des elfes. Pas insensibles à leurs prières, les elfes leur ont donc accordé de leur magie. En échange de la guérison de leur enfant, l'apparence de celui-ci change à jamais. Ses parents se mirent à pleurer de joie, car ce qui comptait le plus pour eux, c'était de voir leur fils en vie. Quand Pikaf, bouleversé, tente de rentrer au village pour retrouver sa famille, 100 ans se sont écoulés. Il ne restait plus rien. Le village n'était plus le même. Le monde a tourné sans lui. Alors, sur une petite colline sur le seuil, entre le village où il ne connaissait plus personne et la forêt des elfes où les humains n'ont pas le droit de vivre, Pikaf, le paria, n'arrêtait pas de pleurer. Ses yeux rouges, rougis par les larmes. Ce conte a tout d'une fable cruelle, mais aussi d'un avertissement symbolique. C'est une histoire de rejet, de transformation, de quête d'identité, mais surtout, c'est une allégorie de la fuite dans l'imaginaire. Une histoire douce amère, à la frontière du fantastique et du drame. Et c'est pas un hasard si Miura commence son arc par ça. C'est pas une parenthèse mignonne pour amuser le lecteur, c'est la matrice de tout l'arc des enfants perdus. Une mise en abîme parfaitement assumée. Parce que tout ce qui va suivre, Gilles, Rosine, la forêt, le royaume féerique, les ailes, le rêve d'un ailleurs, est contenu dans le conte de Pikaf. Ce n'est pas juste une histoire parallèle, c'est une lecture en avance, un avertissement voilé. Ce petit garçon, en cherchant qui il est, s'est perdu. Il a sacrifié sa vie pour une réponse, et il est revenu trop tard. Et cette histoire, on va la revivre, sous une autre forme. Mais cette fois, ce sera Gilles qui portera la question, et Rosine qui apportera la pire des réponses. Gilles, c'est une enfant perdue. Ouais, le titre de l'arc, il est bien choisi. Elle est perdue dans la vie, coincée dans un quotidien qui l'écrase, un environnement qui ne lui a jamais laissé la moindre chance d'exister autrement que dans la peur ou le silence.
Elle grandit dans un village rural rongé par la guerre, isolé, brutal, où l'innocence n'a plus sa place depuis longtemps. Chez elle, les choses ne vont pas pour le mieux. Son père, brisé par la violence du monde, s'est transformé en une version encore plus sombre de ce monde. Il la maltraite, sans retenue et sans quelconque raison qu'un manque de respect à son père autrefois soi-disant glorieux soldat. Et sa mère, résignée, détourne le regard. Elle ne protège plus, elle ne parle plus, elle laisse faire, comme si tout cela était devenu normal. Et dans cette maison, dans ce village aussi reculé, Gilles encaisse, sans un mot et sans personne à qui parler. Autour d'elle, tout semble figé. L'air est lourd et les jours se répètent. Rien ne semble pouvoir changer. Il n'y a ni lumière, ni espoir, ni chaleur. Aucun endroit où se réfugier. Pas d'épaule pour pleurer, pas de rêve où s'envoler. Bref, comme Picaf, elle vit avec ce sentiment étouffant de ne pas appartenir au monde qui l'entoure. Elle le subit. Elle le regarde passer, mais contrairement à lui, elle n'a pas encore fui. Et puis, un jour, un inconnu entre alors dans sa vie. Guts. Mais il ne surgit pas comme un chevalier en armure, ni même comme un sauveur. C'est pas un héros lumineux qui vient remettre l'ordre dans le chaos. Il arrive comme une coupure nette. Une lame qui fend le décor. Il sauve Gilles des griffes de bandits dans une scène d'une violence clinique, brutale, sans élégance et sans mise en scène. Juste un geste, mais qui provoque un carnage. Et immédiatement, pour Gilles, cet homme devient une figure insaisissable. Elle ne connaît ni son nom ni son histoire. Elle ne sait pas d'où il vient, ni pourquoi il s'est interposé. Elle l'appelle simplement Seigneur Guerrier. Ce nom presque solennel montre bien qu'elle ne le voit pas comme un homme ordinaire. Pas comme un être humain, mais comme une idée, un mythe, une silhouette venue d'ailleurs. Quelque chose de trop immense, trop dangereux, trop silencieux pour être réel en fait. Et dans son regard à elle, Guts devient presque surnaturel. On parle pas ici de la perception qu'on a nous lecteurs, mais bien de la perception d'une enfant qui voit surgir un guerrier noir dans un monde déjà noir. Et c'est là que Miura fait quelque chose de remarquable. Il choisit de décaler le récit, de faire un pas de côté. Il nous sort de la peau de Guts pour nous faire entrer dans celle de Gilles. C'est son regard qu'on adopte en fait. Ses doutes, ses peurs, sa naïveté, et par ce simple geste narratif, Miura renverse toute la structure habituelle de son récit. D'un seul coup, Guts n'est plus le protagoniste. Il devient une présence extérieure, presque abstraite. C'est Gilles qui devient notre fil conducteur, notre lien émotionnel à ce qui se passe. Et elle est celle qui découvre, qui observe, qui ressent. Elle est la conscience de cet arc. Et ce basculement, il est crucial parce qu'il change notre manière de lire l'histoire. Quand Gilles ramène Guts dans son village, on ne le suit pas lui en fait. Quand la nuit tombe, il s'en va, il agit dans l'ombre. Et au petit matin, il est là, debout, toujours en lutte contre les démons qui veulent le tuer. Le travail est fait, mais nous, lecteurs, nous ne savons même pas ce qui s'est passé. Ce qu'on voit, ce sont les conséquences. Ce qu'on entend, ce sont les bruits, les murmures, les soupçons, et tout ça, c'est Gilles qui le vit. C'est elle qui absorbe l'horreur. Et en cela, elle devient bien plus qu'un témoin. Elle devient la vraie protagoniste de cet arc. Elle manie pas l'épée, et elle ne terrasse pas des monstres, mais c'est elle qui change, c'est elle qui doute, celle qui traverse l'arc comme on traverse une épreuve. Pas une quête de vengeance ou de puissance, mais un rite de passage, un moment où une enfant est confrontée à la limite entre le rêve et la réalité. Et c'est là toute la force de ce choix narratif. Gilles devient la conscience fragile prise entre deux mondes. D'un côté, il y a la lucidité brutale de Guts, un monde sans pitié mais sans mensonge, et de l'autre, il y a la douceur trompeuse de Rosine, un monde merveilleux en apparence. Et c'est entre ces deux visions que Gilles oscille. Elle est le champ de bataille de ces deux propositions. Et ce conflit n'est pas juste philosophique, il est plutôt intime, plutôt viscéral. Parce que Gilles, c'est une enfant comme tant d'autres dans Berserk. Une enfant invisible, insignifiante, broyée par le monde que personne ne regarde. Miura, lui, dans son récit, a décidé de lui donner une voix. Et cette voix, c'est celle de l'innocence perdue, celle de tous les enfants qui grandissent dans l'ombre des guerres des adultes. Et c'est à ce moment précis, quand Gilles commence à peine à se poser les bonnes questions, que le passé refait surface. Et ce n'est pas n'importe quel passé, parce que c'est celui de son enfance. D'une amie, une fille qu'elle connaissait, Rosine. Et depuis le temps, Rosine a l'air d'avoir changé. Rosine, au fond, c'est une enfant comme Gilles. Une enfant ordinaire, paumée dans un monde qui n'a jamais su faire de place à son existence, élevée dans la violence d'un père qui voulait la renier et d'une mère impuissante qui se disputait toujours avec son mari à propos de sa fille. Gilles raconte qu'elle était un peu bizarre. Elle aimait faire des trucs de gars, genre rattraper des serpents et d'autres petits animaux pour les montrer à Gilles. Elle collectionnait plein de trucs qu'elle gardait comme des trésors, dont un en particulier que Gilles se souvient bien, un Béhilt. Mais là où Gilles continue de survivre dans cette inertie morbide, Rosine, elle, a fini par dire stop. Elle a décidé de s'arracher à tout ça, de renier jusqu'à ses racines. Et pour accomplir ce rejet total, elle a utilisé un Béhilt.
Elle a offert ce qu'elle avait de plus cher, ses propres parents, son père et sa mère, les deux seuls piliers qui la reliaient encore au monde des humains, même s'ils étaient bancals, même s'ils étaient cassés. Et à partir de là, elle est devenue une apôtre. Mais contrairement à la majorité des apôtres qu'on avait vus jusque-là, des bêtes difformes, sauvages, Rosine, elle est différente. Elle n'est pas une simple créature de sang, elle est une créature de rêve. Son corps prend la forme d'un papillon de nuit géant, avec des ailes translucides et une élégance presque féerique. Elle n'a pas simplement gagné en puissance ou en monstruosité, elle a changé d'essence. Elle est devenue une chimère de l'enfance et de la terreur, une icône paradoxale. Et ce nouveau corps n'est pas juste un outil de combat, il est le prolongement de son fantasme. Parce qu'une fois devenue apôtre, Rosine ne cherchait pas à dominer le monde ou à se venger, elle cherchait à fuir, à s'évader, à construire un monde parallèle, un monde qu'elle contrôle certes, mais qu'elle pense aussi offrir comme refuge à ceux qui souffrent comme elle. Ce monde, c'est la forêt brumeuse, une zone reculée, coupée du reste du royaume, et qui devient peu à peu son domaine. Et dans cette forêt, elle fonde ce qu'elle appelle le royaume des elfes, un espace soi-disant protégé des adultes, où les enfants du village, souvent battus, abandonnés ou simplement tristes, peuvent venir devenir des elfes comme elle. Mais ce que Rosine appelle des elfes, ce sont pas les créatures bienveillantes de la mythologie ou les petits êtres lumineux comme Puck. Ce sont des hybrides grotesques, mi-humains, mi-insectes, des enfants mutilés et transformés à jamais qui volent à travers la forêt comme des âmes perdues, souvent incapables de parler, de penser, ou même de comprendre ce qu'ils sont devenus. Et là, il faut être clair. Ce n'est pas un choix. Ces enfants, ils n'ont pas demandé à devenir comme ça. Rosine les enlève, les transforme grâce à un cocon démoniaque et les enferme dans ce simulacre de paradis. Certains rient, certains jouent, mais c'est le rire du conditionnement, pas celui de la joie. Ceux qui refusent de se plier à ces règles sont traqués et tués par d'autres enfants déjà transformés ou par Rosine elle-même qui agit sans pitié au nom de sa vision tordue de la liberté. Ce qu'elle construit, c'est pas un havre de paix, c'est une dictature douce, une bulle fermée coupée de toute réalité où elle est la reine, la sauveuse, mais aussi la geôlière. Et c'est là que Murat frappe fort, parce qu'il ne nous montre pas une apôtre comme les autres, un monstre qu'on peut simplement détester ou craindre, il nous montre une enfant, une victime, une fille qui a tellement souffert qu'elle en est venue à croire que la seule manière de vivre, c'est de nier le réel. Et c'est ce déni, cette fuite, qui la rend monstrueuse. Pas sa forme, pas ses pouvoirs, mais sa croyance que le mensonge est préférable à la douleur. Bref, Rosine, c'est pas juste une apôtre, c'est l'enfant qui a décidé que le monde était trop cruel et qui, pour ne plus souffrir, a choisi de l'éteindre. Elle n'a pas tué ses parents par plaisir, mais parce qu'elle croyait que c'était le prix à payer pour accéder à un autre monde. Et maintenant qu'elle y est, elle ne tolère plus qu'on la contredise. Elle impose son rêve comme une vérité absolue. Et les enfants, ces enfants qu'elle transforme, deviennent autant de preuves qu'elle a eu raison. Autant de petits picafs qui ne reviendront jamais au village. Parce que cette fois, le retour est impossible. Et c'est dans ce contexte que Gilles réapparaît dans sa vie. Gilles, son ami d'enfance. Gilles, la petite fille avec qui elle rêvait, autrefois de voler au-dessus des arbres. Et pour Rosine, Gilles n'est pas qu'une visiteuse. C'est un test. C'est l'épreuve finale. Si Gilles accepte de rester, si elle accepte de devenir une elfe elle aussi, alors cela voudra dire que Rosine avait raison depuis le début. Que son monde vaut mieux que celui des adultes. Qu'il n'y avait pas d'autre solution. Alors Rosine la séduit. Elle la flatte, elle l'emmène même voler, elle lui fait goûter à la liberté, elle lui montre ce monde sans douleur, sans cris, sans coup de ceinture, et Gilles, pendant un moment, vacille. Parce que ce que Rosine propose, c'est tentant. Parce que quand on a souffert toute sa vie, la promesse d'un monde sans souffrance, même faux, peut avoir des allures de miracle. Mais ce que Gilles va découvrir, c'est que sous les ailes translucides, il y a du sang. Derrière les rires d'enfants, il y a des hurlements. Sous la lumière rose de ce faux paradis, il y a une puanteur de mort. Et Rosine, elle, continue de sourire, convaincue qu'elle est en train de faire le bien, jusqu'à la fin. Entre Gilles et Rosine, il y a quelque chose de plus fort que la nostalgie, plus complexe que l'amitié et plus dangereux aussi. C'est pas juste une retrouvaille d'enfance, et c'est pas non plus une opposition simple entre deux trajectoires contraires, c'est une confrontation chargée d'un poids affectif, d'un passé partagé et d'un avenir que chacun interprète à sa manière. Et dans cette tension, Murat brouille volontairement les lignes. Rosine n'est pas une ennemie pour Gilles, pas au début en tout cas. Elle est plus un souvenir, un morceau d'innocence figé quelque part entre deux cabanes de bois et une rivière, près d'un village. Une fille avec qui elle riait, avec qui elle collectionnait les insectes, avec qui elle partageait le rêve de voler. Avant que tout ça parte en vrille, avant que la réalité ne s'impose à elle. Et c'est justement parce que Rosine n'est pas une étrangère que Gilles vacille. Elle veut comprendre, elle veut croire, et peut-être une part d'elle veut même espérer que Rosine ait eu raison. Parce que ce que Rosine lui propose, ça paraît beau. Elle l'appelle, littéralement, elle lui montre un autre monde, elle l'arrache aux cris de son père, à l'indifférence de sa mère, au poids de la guerre et des adultes.
Elle l'a fait voler, elle lui donne une sensation nouvelle, l'idée d'être quelqu'un, que quelque part, quelqu'un veut vraiment d'elle, non pas comme un poids, mais comme une amie, une complice, une sœur d'enfance qu'elle aurait pu devenir dans un autre monde. Et cette séduction, Miura ne l'écrit pas avec des clichés, il l'inscrit dans la logique du vécu, parce que la tentation de Gilles est réelle. Elle ne vient pas de la faiblesse, elle vient de la mémoire, de tout ce qu'elle a été avant de devenir une victime. Et Rosine le sait, et elle joue de ça. Elle la force pas tout de suite. Elle l'invite, elle l'insinue, et elle fait planer cette question dans l'air. Et si tu restais avec moi? Mais là où les choses deviennent troubles, c'est que Rosine croit sincèrement faire le bien. Elle ne ment pas pour manipuler Gilles, elle est convaincue que son monde est meilleur, plus doux et plus pur. Et quelque part, on comprend pourquoi. Elle a tellement souffert, elle a tellement perdu, elle a transformé cette douleur en utopie. Et maintenant, elle veut juste que quelqu'un qu'elle aimait autrefois lui dise « tu as eu raison ». Et c'est précisément cette sincérité qui rend la situation si dérangeante. Parce qu'en face, Gilles n'est pas certaine. Elle hésite, une part d'elle veut rester, une autre crie que ce n'est pas réel. Et c'est dans cette tension que l'arc atteint une profondeur émotionnelle rare. Ce n'est pas un simple combat entre le bien et le mal. C'est un duel intérieur entre deux enfants blessés qui ont pris des chemins opposés, mais qui se comprennent encore. Gilles voit la beauté de ce que Rosine a construit. Elle voit aussi l'horreur. Mais contrairement à Guts, elle ne tranche pas. Elle ne juge pas et elle cherche à comprendre. Et cette position-là, ce regard, c'est exactement ce que Rosine attendait. Ce qui la pousse à continuer, à insister et à espérer. À ce moment précis, leur amitié devient autre chose. C'est plus une connexion, mais c'est un miroir. Rosine projette sur Gilles l'image de ce qu'elle aurait pu être si elle avait fait un autre choix. Et Gilles, elle, voit en Rosine ce qu'elle aurait pu devenir si elle abandonnait tout. Et ce jeu de miroir, cette amitié renversée, c'est ce qui rend cette partie de l'arc si déchirante. Il n'y a pas d'antagoniste, il n'y a que deux enfants en quête de sens. Ces deux visions du monde qui s'affrontent sans s'annuler. Ce n'est pas Rosine qui échoue à convaincre Gilles, c'est Gilles qui, lentement, découvre qu'elle n'a pas envie d'être convaincue. Et cette prise de conscience ne vient pas d'une révélation spectaculaire, elle vient de petits détails, de regards, de silence, du malaise qu'elle ressent lorsqu'elle voit les autres enfants, du doute qui s'installe lorsqu'elle réalise que Rosine ne tolère aucune contradiction, et que son paradis exige l'effacement de l'individualité. Alors sans colère, sans haine, Gilles comprend. Elle ne criera pas, elle ne frappera pas et elle ne condamnera pas. Elle fera un pas en arrière. Elle dira non, parce que Rosine est un monstre, mais parce que ce rêve n'est pas le sien. Et cette réponse-là, c'est peut-être la pire chose que Rosine pouvait entendre. Mais peu à peu, Gilles voit la vérité. Les enfants morts, les manipulations, le mensonge recouvert de poudre féerique. Et alors que le doute s'installe, une silhouette surgit à nouveau dans la forêt. Une lame, une vérité brutale. Guts, dans l'arc des enfants perdus, c'est pas un héros, ni même un personnage central au sens narratif du terme. C'est littéralement un intrus, une fracture dans le récit. Une ombre qui traverse un monde qu'il ne cherche ni à comprendre ni à sauver. Il est l'antithèse de Rosine. Là où elle construit un rêve, Guts incarne l'irruption brutale du réel. Son arrivée dans la forêt brumeuse ne se fait pas en fanfare. Il ne vient pas libérer des enfants ni venger quiconque. Il cherche Rosine, l'apôtre. Il traque le mal comme on suit une odeur de sang. Il est dans sa quête personnelle, et s'il croise le chemin de Gilles, c'est presque un accident. Il ne la suit même pas, il ne la protège pas, il passe. Et pourtant, c'est sa présence qui fait basculer l'équilibre fragile de cette utopie, parce qu'il ne joue pas le jeu. Il croit pas à l'illusion. Il se laisse pas attendrir par les rires ou les ailes translucides. Guts voit la vérité. Il sent la corruption. Il perçoit ce que Gilles, encore, ne veut pas totalement regarder. Le cœur pourri de ce monde féerique. Il massacre les enfants elfes. Il découpe sans trembler ces créatures difformes, mi-enfants, mi-insectes. Il les affronte non pas comme des victimes, mais comme des ennemis. Il ne s'excuse pas, il justifie rien en fait. Parce qu'il sait que ce qu'il voit, ce sont pas des enfants, ce sont des corps volés, des âmes déviées et des vies sacrifiées sur l'autel du fantasme de Rosine. Et il ne leur laisse aucune chance. Mais pour Gilles, c'est un choc. Et elle ne voit pas ce que Guts voit. Encore heureux, et elle n'entend pas les cris intérieurs. Elle ne connaît pas les sacrifices. Ce qu'elle voit, c'est un homme, son seul repère adulte, qui tue. Un homme qui abat, sans hésitation, ceux qu'elle croyait encore être des camarades. Elle voit l'horreur sans comprendre la nécessité, et pendant un instant, elle doute. Elle se demande si ce n'est pas lui, le vrai monstre. Et c'est là que l'écriture de Miura devient magistrale. Parce qu'il ne cherche pas à excuser Guts, il ne cherche pas à le glorifier.
Il montre simplement ce qu'il est devenu, un homme brisé, entièrement consumé par sa quête de vengeance. Un homme qui, pour atteindre l'ennemi, est prêt à piétiner tout ce qui se trouve entre lui et sa cible, même si ce sont des pauvres petits-enfants, même si c'est l'innocence qu'il piétine. Mais il faut comprendre une chose. Guts ne tue pas par plaisir. Il ne tue même pas par justice. Il tue pour survivre, et pour empêcher que ce cauchemar ne s'étende. Car Rosine, en imposant sa vision aux autres, a déjà franchi une limite. Elle a transformé la souffrance en doctrine. Elle a nié le libre arbitre de ceux qu'elle prétendait sauver. Et ça, pour Guts, c'est impardonnable. Il est le coup près, le scalpel. Il tranche l'illusion d'un seul coup d'épée. Et ce faisant, il libère aussi Jill de son dernier doute. Parce que ce qu'elle découvre, après le combat, c'est ce qu'il reste vraiment de ce monde. Pas de magie, pas de paradis, juste des corps, juste de la douleur, juste la réalité en fait. Et dans ce rôle, Guts agit comme une catharsis brutale. Il sauve pas Jill, il ne l'élève pas, il lui impose une vérité nue. Une vérité qu'elle n'était peut-être pas encore prête à voir, mais qu'elle ne pourra jamais ignorer. Il est celui qui arrache le voile, celui qui montre ce qu'il y a derrière les couleurs pastel du rêve. Il est l'ange de la désillusion, et dans cet arc, c'est exactement ce dont Jill avait besoin. Pas un sauveur, pas un guide, mais un rappel. Un rappel que fuir, c'est toujours choisir de fermer les yeux. Et que parfois, ouvrir les yeux, c'est accepter de voir ce qu'on aurait préféré oublier. La forêt brûle, Rosine est à terre, les enfants elfes ne rient plus, et Jill, seule au milieu de ce champ de cendres, se retrouve face à un choix que personne ne devrait avoir à faire à son âge. Tout ce qu'elle a cru, tout ce qu'elle a voulu croire, tout ce qu'elle a effleuré au bout des doigts est déjà en train de se consumer sous ses yeux. Les ailes, les promesses, les rires, les danses, les souvenirs, les élans d'un ailleurs, tout se fissure. Rosine agonise, accrochée à son fantasme jusqu'au dernier souffle, incapable d'admettre que son rêve a mal tourné, convaincue malgré les hurlements, les cadavres, qu'elle a offert une échappatoire à un monde qui n'en mérite aucune. Elle dit qu'elle voulait sauver les enfants, leur offrir la liberté, les faire voler, les éloigner des adultes, mais ce qu'elle a fait, c'est leur enlever leur humanité et les enfermer dans un théâtre où la cruauté se maquille en féerie. Pourtant, même à cet instant, Jill ne parvient pas à la haïr. Parce qu'au fond, elle comprend ce besoin de fuir, ce besoin de couper avec la réalité, de ne plus vouloir ressentir, de transformer la douleur en autre chose, en illusion, en douceur factice. Elle comprend parce qu'elle a été tentée elle aussi, parce qu'elle a ressenti ce soulagement passager, ce vertige, cette impression que pour une fois, il y avait une porte de sortie. Mais si Rosine n'était pas intervenue à ce moment précis de sa vie, peut-être qu'elle aurait aussi dit oui. Mais maintenant, tout est à nu. La violence a arraché les voiles un à un. Guts n'a pas eu besoin de faire de longs discours, il a simplement agi, ouvert la réalité comme on ouvre une plaie pour en faire sortir le poison. Jill a vu. Elle a vu ce que personne n'avait voulu lui montrer, ce que ses parents cachaient, ce que son village refusait d'affronter, ce que Rosine avait masqué sous les paillettes. Et quand tout ça est tombé, il ne restait que le vrai monde. Alors elle regarde Guts. Cet homme qu'elle ne comprend toujours pas vraiment, cette force errante qui traverse les ténèbres sans jamais s'arrêter, et elle lui demande. Elle lui demande de l'emmener, de ne pas la laisser là, de l'arracher à ce sol qui lui fait mal, à cette vie qui ne ressemble à rien. Elle ne veut plus vivre ici, pas après avoir vu ce qu'elle a vu, pas après avoir compris ce qu'elle a compris. Et Guts, cette fois, ne répond pas avec son épée. Il prend le temps de parler, et ses mots résonnent comme une gifle douce et définitive. Il lui dit que son propre monde n'est pas meilleur, que ce qu'il vit chaque jour n'est qu'une autre forme d'enfer, que les monstres qu'il affronte ne sont pas pires que ceux qu'elle devra affronter elle, et qu'il ne peut pas lui promettre une vie heureuse, ni même une vie simple. Il lui dit que là où il va, il ne reste que de la haine, des cris, du sang et peut-être un jour une forme de justice, mais jamais de paix. Il n'y a pas de paradis là où tu t'enfuis. Ce n'est pas une réponse rêvée, c'est pas une promesse, c'est pas un refuge, c'est une vérité. Dure mais honnête. Et Jill comprend. Elle comprend que Guts n'est pas un héros, que sa route n'est pas celle d'un sauveur, qu'il ne fuit pas, qu'il ne propose rien. Il avance, c'est tout. Et si elle veut s'en sortir, elle doit apprendre à faire la même chose. Non pas voler, non pas disparaître, mais marcher. Pieds nus s'il le faut, dans la boue, dans la douleur, dans l'incertitude, mais marcher quand même. Alors elle reste. Elle ne fuit pas. Elle ne suit pas Guts. Pas plus qu'elle n'a suivi Rosine. Elle retourne au village, elle affronte sa maison, ses parents, son quotidien. Pas parce que c'est ce qu'elle veut, mais parce qu'elle a compris que c'est ce qu'elle doit faire.
Elle revient dans un monde qu'elle n'aime pas, mais avec des yeux qui ont tout vu. Et ça, personne ne pourra jamais le lui reprendre. Et c'est peut-être ça, la vraie leçon de cet arc. Que la liberté ne réside pas dans le rêve, ni dans l'oubli, ni dans l'évasion, mais dans la capacité à dire « je reste debout », même quand tout me pousse à tomber. Même quand l'univers entier semble me hurler que c'est foutu, je reste. J'avance. Parce que je suis vivant. Jill n'est pas devenue une guerrière. Elle n'a pas sauvé d'autres enfants. Elle n'a pas renversé le système, mais elle a changé. Elle a fait un pas. Et dans Berserk, c'est souvent plus important que tout le reste. Elle n'a pas eu d'aile, elle n'a pas volé, mais elle a appris à marcher. Et dans ce monde-là, c'est un miracle. Bon, voilà. C'est ça, l'arc des enfants perdus. Rien d'épique, rien de grandiose, pas de guerre ni de révélation fracassante. Juste une petite histoire perdue au milieu du chaos de Berserk, mais qui personnellement me touche peut-être plus que bien d'autres arcs. C'est pas l'arc qu'on cite en premier quand on parle de Berserk, ça c'est sûr. C'est pas l'arc le plus marquant visuellement, ni celui qui fait avancer l'intrigue principale de manière explosive. Et pourtant, il y a là une vérité, une justesse, une douleur retenue qui en disent très long même. C'est un moment suspendu dans le récit, un entre-deux, presque un murmure, qui nous rappelle que derrière les monstres, les apôtres et la causalité, il y a aussi des enfants, des souvenirs, des rêves cassés. Jill, Rosine, Guts, 3 trajectoires complètement différentes, 3 réponses à la même question. Qu'est-ce qu'on fait quand le monde est trop dur? On fuit? On détruit? On continue malgré tout? Y a pas de bonne réponse. Et c'est ça qui est beau. Donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'ici. J'espère que cette vidéo vous a permis de redécouvrir un peu cet arc, ou de le voir autrement si vous le connaissiez déjà. Si vous avez appris un truc, si vous avez ressenti quelque chose, un petit frisson, bah écoutez, c'est déjà beaucoup pour moi. Et comme toujours, si vous voulez soutenir ce genre de contenu, vous connaissez la chanson. Likez, commentez, partagez, s'abonner, si c'est pas encore déjà fait. Ça aide beaucoup plus que vous ne l'imaginez. Et si vous avez un mot à dire sur cette vidéo ou sur l'arc, franchement je lis tout. Je réponds souvent et ça me fait honnêtement plaisir de partager ça avec vous. Prenez soin de vous, chers strugglers, et on se retrouve très bientôt pour une prochaine plongée dans les ténèbres. À très vite.